Bonjour à tous. Avec Alexandre, nous avons la lourde tâche d'organiser cette session juste avant le repas. On va essayer de faire en sorte que le timing soit respecté. Juste une petite slide pour vous rappeler que sur toutes les équipes de recherche qui travaillent sur l'axe dynamique des contaminants, on a privilégié 3 sites expérimentaux sur lesquels on essaye de concentrer l'ensemble des travaux de terrain. Donc le site de l'Orgeval pour site agricole, l'Orge comme étant notre site de référence urbain, et l'axe Seine qui reste l'endroit où toutes les équipes essayent de converger et de travailler de façon mutualisée grâce au travail notamment de Fulvia Baratelli qui est en charge de l'organisation de toutes ces campagnes de terrain. Donc ce matin, nous allons avoir 3 présentations et je passe tout de suite la parole à Élodie. Je te laisse mettre en place. Voilà. Je te lance. Merci Hélène. Alors, pour commencer du coup cette session, je vais vous parler de la contamination des retombées atmosphériques par les micropolluants organiques. Pardon. Et plus précisément, je vais essayer de vous détailler plutôt les processus de cette contamination et quelles vont être les implications à l'échelle du bassin versant de la Seine. Alors juste, on le sait, on l'a vu, notre activité génère l'émission de nombreux ou d'une multitude de composés chimiques dans l'environnement. D'ailleurs, une des dernières publications sur ce sujet semble montrer que les précédentes estimations étaient sous-estimées et qu'aujourd'hui, on aurait presque 350 000 composés chimiques synthétisés par l'homme et du coup répertoriés dans les industries chimiques. Donc du coup, ces quantités de composés chimiques peuvent contaminer l'environnement, que ce soit dans l'air, l'eau, le sol ou les biotes, et cette thématique, on l'a vu régulièrement dans les différentes phases du Pyrène, on l'étudie régulièrement. Une partie également de ces composés sont considérés comme des composés organiques dits semi-volatiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se disperser dans l'atmosphère et en particulier ils peuvent être émis soit par combustion, soit par volatilisation à partir des surfaces qui les contiennent. Alors du coup, ces composés semi-volatiles peuvent se disperser par la voie atmosphérique et contaminer les zones éloignées de toute source de pollution. Alors, Marc Chevreuil, que certains connaissent, et collaborateurs avaient établi un premier bilan en 2004 sur justement cette dispersion atmosphérique des micropolluants. Donc, vous voyez ici la vieille diapositive, on va dire, pour les phtalates, les HAP, les PCB et les PBDE. Et vous voyez que les dépôts atmosphériques, à chaque fois, étaient l'apport, on va dire, au bassin versant prépondérant pour ces composés. Ce premier bilan a été par la suite consolidé par David Gateuil pour les HAP uniquement et qui a vraiment confirmé du coup que la voie atmosphérique, du moins pour ces molécules-là, était prépondérante. Vous voyez qu'on avait presque 7000 kg par an de HAP qui sont apportés au bassin versant sur les sols. Donc tout l'intérêt, c'est de voir justement, de comprendre comment cette contamination atmosphérique peut se faire et quelles pourraient être les conséquences. Alors, le suivi de cette contamination atmosphérique, elle n'est pas, on va dire, récente. On a étudié la contamination de l'air et des dépôts atmosphériques dans le Pyrène depuis 1993. Et à peu près régulièrement, comme vous pouvez le voir, grosso modo, il y a eu des campagnes de mesures qui ont fait un état des lieux de cette contamination tous les 10 ans, donc en 92-93, 98-2003, 2010-2014, qui était la dernière. Et pour cette phase, il va y avoir un nouvel état des lieux qui va être fait.
Et alors cet état des lieux, pour cause de la pandémie, a été un petit peu décalé et va commencer là à l'automne cette année. Comme vous pouvez le voir également, il y a eu toujours, on va dire, plusieurs sites qui ont été étudiés pour cette thématique. Paris pour le milieu urbain et Boissy-le-Châtel pour le milieu agricole, qui est bien évidemment sur le bassin versant de l'Orgeval, pour ceux qui ne le savaient pas. Et également sur le nombre de molécules ou de micropolluants que l'on a étudiés au cours de ces différentes campagnes, c'est à augmenter au fur et à mesure des années, et on a commencé à s'intéresser également à des composés plus émergents à partir de la dernière campagne. Également, lors de cette dernière campagne, on a étudié d'autres sites, Fontainebleau et Logne, pour pouvoir voir plutôt la dispersion, on va dire, la variabilité spatiale de cette contamination. Alors, voici les résultats que j'ai repris de la précédente étude. On s'était intéressé à voir justement s'il y avait des différences de ces retombées, de la contamination de ces retombées atmosphériques entre le milieu urbain et périurbain d'une part et agricole et forestier d'autre part. Vous voyez ici, donc pour les différentes familles étudiées, que vous pouvez remarquer également que les familles dominantes sont toujours les phtalates, les alkylphénols, les HAP, et après, dans une moindre mesure, vous avez les PCB et les PBDE. Les différences, on va dire, entre le milieu urbain Paris et périurbain qui était à Logne sont extrêmement faibles. On ne voit pas de différence entre ces deux milieux. Pour le côté agricole-forestier, donc entre Boissy et Fontainebleau, également, on voit des très légères différences, mais qui sont non significatives, et donc on n'a pas de différence pour des environnements similaires. Ce que l'on pourrait du coup imaginer que la différence que l'on pourrait avoir dans cette contamination serait plutôt liée à la distance aux sources urbaines. Du coup, on a comparé les retombées atmosphériques du milieu urbain versus le milieu agricole. Et vous voyez qu'ici, on a un petit peu plus de différence, surtout pour les phtalates et les PBDE, mais pour le reste des molécules. Donc là, il y avait aussi les parabènes et les perfluorés qui avaient été étudiés. On n'a pas réellement de différence, ce qui montre qu'en fait, on a une contamination assez similaire à l'échelle du bassin versant, une contamination plutôt régionale. Alors, justement, pour pouvoir comprendre la contamination des retombées, je vais vous expliquer comment ça se passe comment ces molécules peuvent se transférer justement dans les retombées atmosphériques. Les composés semi-volatiles se répartissent en fait dans l'air entre les phases gazeuses et particulaires. Et lorsque le nuage se forme, on va avoir un processus de transfert des phases gazeuses et particulaires à l'intérieur des gouttelettes, au moment de la formation de ces gouttelettes. D'une part, ça va être le processus de rain-in ou de rain-out en fonction des auteurs dans la littérature. Et ensuite, lorsque les précipitations se produisent, lorsque les gouttelettes tombent au sol, vous allez avoir également un système d'apport, on va dire, ou d'impaction des particules et des gaz lors de la chute de la gouttelette. Et dans ce cas-là, c'est le processus de wash-out qui est pris en compte. Donc voilà comment ces retombées atmosphériques peuvent se contaminer en polluants ou en micropolluants. Ce qui dit que du coup, ça indique qu'il va y avoir une relation entre la contamination de l'air et la contamination des retombées atmosphériques. Et cette contamination, du moins cette relation, on l'avait déjà observée précédemment. Je vous ai remis ici le graphique qui a sûrement dû être présenté d'ailleurs dans le Pyrène ou par Marc, qui était des travaux de Donatienne Olivon et al. En 2002, qui montrait justement une belle relation entre les concentrations dans l'air, en vert, ici, et la variabilité interannuelle, et les concentrations dans la pluie, qui suit également cette même variabilité des concentrations dans l'air. Malheureusement, on n'a pas cette donnée, ou du moins aussi fine, pour les autres familles de composés.
Et on peut se demander justement si on obtient la même thématique, enfin la même dynamique, et si les relations entre la pluie et l'air est similaire pour, par exemple, les phtalates, les PCB, les parabènes, etc. Du coup, on va essayer de comparer justement les concentrations dans les retombées totales et les concentrations dans l'air. Alors, la hiérarchisation des familles, on va dire, de molécules entre l'air et les retombées sont assez similaires. Vous voyez que on a toujours la famille des phtalates, alkylphénol, HAP pour les 3 premiers qui se dominent, on va dire, cette contamination dans l'air et dans les retombées. Mais ensuite, on a une différence entre l'air et les retombées. Vous voyez que dans l'air, les parabènes vont venir en 4e position, suivis par les PCB, et les perfluorés et les PBE2 vont être très faibles, alors que dans les retombées totales, on va avoir les perfluorés qui vont venir en 4e position, suivis des PCB, puis des parabènes. On a donc une différence de comportement, on va dire, entre l'air et les retombées totales pour ces 2 nouvelles familles de composés que l'on ne connaissait pas précédemment, qu'on n'étudiait pas précédemment. Donc du coup, il faut aller essayer de voir un peu plus finement comment ça se passe et pourquoi on pourrait avoir cette différence. La différence, on sait que ça va être principalement lié justement à la répartition des composés entre la phase gazeuse et la phase particulière. Je vous ai ici, la répartition entre la phase gazeuse et la phase particulière des différentes familles que l'on étudiait classiquement. Et vous voyez que principalement, pour la plupart des molécules, on va être à plus de 80% en phase gazeuse et un petit peu moins, du coup, moins de 20% en phase particulière. Cette répartition entre la phase gazeuse et la phase particulière va varier bien évidemment entre les saisons. Et vous voyez qu'en période hivernale, vous avez une proportion de phase particulière beaucoup plus forte. De plus, cette proportion, on va dire, que vous voyez ici en moyenne pour les familles, va être extrêmement variable également si on va regarder une molécule par une molécule. Et il y a certains HAP ou certains phtalates qui vont être, au contraire, quasiment exclusivement en phase particulière. Donc on a des variabilités entre les familles et au sein même d'une famille également entre les molécules. Et c'est ce qui va justement expliquer la différence que l'on observe pour les parabènes ou pour les perfluorés, du moins c'est ce que l'on suppose. Les perfluorés sont plutôt en phase particulière et donc ils vont être préférentiellement entraînés dans les dépôts et c'est pour ça qu'en fait on va les retrouver beaucoup plus fortement dans les retombées totales, contrairement à leur présence dans l'air. À l'inverse, les parabènes sont plutôt des molécules qui vont se retrouver majoritairement ou même de manière préférentielle dans la phase gazeuse. Et en plus, ils ont une constante de Henry très élevée. C'est-à-dire la constante de Henry, c'est ce qui régit en fait la répartition d'une molécule entre le gaz et le milieu liquide. Et du coup, ils vont être préférentiellement sous forme gazeuse. Et ce qui va expliquer justement qu'ils vont avoir peu de tendance à migrer vers la phase liquide ou vers les dépôts. Et c'est ce qui explique que du coup, les concentrations sont beaucoup plus faibles dans les retombées atmosphériques. Alors, ça, c'est ce que l'on peut observer avec les mesures de terrain, mais on aimerait aller un peu plus finement justement pour comprendre comment ces retombées atmosphériques se contaminent. Alors, je vous rassure, c'est la seule équation que j'ai mise dans cette présentation. C'était juste pour vous montrer la théorie en fait qu'il y a derrière et qu'on va essayer de compléter ou du moins d'améliorer. Le lessivage atmosphérique des micropolluants ou des composés semi-volatiles est considéré à l'état d'équilibre, j'insiste sur l'état d'équilibre, comme étant fonction, on va dire, de la fraction du composé en phase particulière. Il y a un lessivage gazeux et un lessivage particulaire.
Le lessivage gazeux est assez bien défini, on va dire, par les propriétés physico-chimiques des composés. Enfin, il y a régulièrement des publications qui essayent de l'améliorer. Mais en revanche, pour le lessivage particulaire, il y a de grosses incertitudes et c'est surtout des mesures expérimentales. Ici, je vous ai mis rapidement justement la différence entre le lessivage total et le lessivage gazeux. Et vous voyez qu'on a une différence entre les deux et que même pour les composés les plus volatiles, ou du moins ceux en milieu gazeux, on les retrouve principalement... Enfin, il y a une différence entre ce lessivage gazeux et le lessivage total, ce qui montre qu'il faut vraiment essayer de comprendre ce lessivage particulier pour pouvoir comprendre la contamination de ces retombées atmosphériques. Et pour pouvoir comprendre la relation le lessivage particulier, il faut comprendre également comment ces polluants s'absorbent sur les particules. Alors rapidement, les derniers travaux de la littérature montrent justement qu'il y a une charge variable en fait des composés en fonction du diamètre aérodynamique des particules et que ce seraient les particules les plus fines qui supporteraient les charges en polluants les plus importants. Et donc on a commencé à faire également en 2019 des premières mesures justement sur ces particules, donc sur les PM10 et les PM2,5. Les PM10, ce sont les particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns et 2,5, celles dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. Pour les deux familles, vous voyez que c'est les travaux de la thèse de Diane Le Baillon. Les phtalates, mais également les HAP, semblent prédominants plutôt dans les PM2,5, donc sur cette fameuse fraction fine. Donc voilà, cette distinction va permettre peut-être de mieux comprendre justement la contamination des retombées atmosphériques. C'est tout l'étude, l'objet, on va dire, de l'étude du projet de cette année, où on va suivre justement la contamination atmosphérique, donc sur 2 sites, Paris, Boissy, sur 4 saisons, et on va suivre également l'air, phase gazeuse, phase particulière, les retombées atmosphériques. Et pour pouvoir voir un peu plus en détail le côté particulier, on va utiliser un impacteur en cascade qui nous permettra de voir la contamination sur 10 seuils de particules. Je vous présente juste rapidement, parce que j'ai plus de temps, on a fait une petite étude préliminaire sur cet impacteur et on voit justement la répartition des phtalates, HAP et PCB en fonction de ces différents seuils. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout la même répartition en fonction des seuils de particules. Donc c'est ça on va essayer de faire beaucoup plus finement au cours de cette année. Alors pour conclure, je vous ai montré que du coup il y avait une ubiquité, que les micropolluants se retrouvaient dans les retombées atmosphériques et que cette dispersion était régionale. Et que pour pouvoir justement comprendre comment cette contamination pouvait se faire, il va falloir aller chercher justement dans la fraction particulière en fonction de la taille des particules et de la charge en particules pour pouvoir mieux identifier cela. Et ça va être l'objet de la future campagne et je vous retrouverai lors d'un prochain colloque pour vous présenter ces résultats. Je vous remercie. Marche mieux. Il y a des questions dans la salle? Oui. J'ai vu que j'étais trop rapide. Josette Garnier de Métis. Élodie, je me demandais si Boissy-le-Châtel était finalement une bonne référence pour le milieu rural. Parce que bon, c'est quand même un petit peu en Île-de-France, et bon, je connais bien Boissy-le-Châtel, hein, c'est la campagne, hein, je suis d'accord. Mais est-ce que si tu prélevais, je sais pas, à Montier-en-Der ou à Oissy, à l'amont de la Marne, est-ce que tu pourrais dire que les retombées sont homogènes à l'échelle du bassin? Alors, oui, on n'est pas remonté aussi loin, puisque Fontainebleau est quand même assez proche. Mais Fontainebleau n'est pas soumis, on va dire, sous l'influence de la région parisienne, puisque la direction du vent est différente. Et on n'a pas vu de différence. Et en effet,
plus on va s'éloigner, c'est les travaux justement de Donatienne Olivon il y a quelques années, hein, enfin même très longtemps on va dire, montraient qu'il y avait une différence pour les HAP. Mais on a quand même une contamination régionale, on les a retrouvés même à Brèche-Villers pour les HAP, donc sans problème. Les pesticides, on les retrouvait également sans problème. Voilà, donc on va avoir des niveaux de concentration qui vont être différents, mais on va les retrouver quasiment de manière globale. Donc plus on va s'éloigner des sources, en effet, plus la différence sera plus forte. Oui, Élodie, oui, Gilles Varro, Lézu. Tu as dit que les particules fines étaient plus chargées en polluants. C'est dû à quoi? C'est dû à leur surface spécifique qui est plus grande ou à la nature des particules ou des deux? Eh ben, je pense que c'est un peu les deux. Mais c'est des travaux qui sont assez récents en fait, dans la littérature. On n'a pas encore justement vu cette association, voir la nature également des particules. Enfin voilà, c'est à suivre et à creuser. Merci beaucoup. C'est bon pour donc le prochain orateur, et Rachid Driss qui va nous présenter les microplastiques dans le bassin de la Seine. Comment je retrouve la présentation? Est-ce qu'elle est... Ah, ok. C'est bon. Ok, très bien. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des réflexions que nous avons eues le long de ces années sur les évolutions méthodologiques liées au prélèvement et à l'analyse des microplastiques. Avant de parler de ça, je voulais rappeler que la pollution plastique se fait sur un continuum de taille, qu'il y a d'abord les macroplastiques, les débris, qui sont donc visibles à l'œil nu, qui ont une taille supérieure à 5 mm, et il y a les microplastiques, avec une taille inférieure à 5 mm, qui vont avoir différentes formes, avec principalement les fibres et les fragments. À ces diversités de taille et de forme s'ajoute en plus une diversité de polymères qui fait que ça va être très difficile de cibler avec une méthode unique la totalité des plastiques qui existent et qu'il faut savoir s'adapter selon ce qu'on veut cibler et selon notre objectif et la question que l'on se pose. Au Lézu, depuis 2013, il y a des travaux sur les pollutions en microplastiques avec ma thèse qui visait à développer les méthodes pour les milieux continentaux et les effluents urbains. Et depuis, il y a eu différentes thèses qui vont porter donc, soit sur les matrices urbaines, soit sur le milieu récepteur dans le cadre du Pyrène. Et avec ces thèses-là, c'est accompagné un développement méthodologique sur les différentes étapes, que ce soit l'échantillonnage, le traitement laboratoire ou encore la caractérisation des plastiques. Ce développement se faisait en parallèle sur ces différentes étapes parce que les enseignements de chacune vont venir alimenter les informations qu'on avait sur cette pollution. Au tout début, on a commencé par utiliser des filets Manta qui ont un maillage de 300 micromètres. C'était une simple transposition de ce qui se faisait déjà en milieu marin par les océanologues. Et ça permettait notamment de récupérer des particules, des fragments qui ont des tailles de plusieurs centaines de micromètres et qu'on pouvait reconnaître et identifier facilement avec un stéréomicroscope. En milieu urbain, on s'est vite dit qu'il y avait aussi la problématique des fibres. Le problème des fibres, c'est qu'elles passaient facilement à travers ces filets à 300 micromètres. Donc on est passé à des filets à 80 micromètres qui permettent de collecter 1000 fois plus de fibres. Et donc ce qui nous permettait aussi de les voir même avec des volumes plus faibles. Ce lien entre volume à prélever et fréquence des particules qu'on recherche à observer est très important. C'est pour ça aussi que maintenant, dans les thèses les plus récentes, on utilise un nouveau dispositif qui nous permet de collecter des particules plus petites, même avec des volumes plus faibles, tout simplement parce qu'il y a aussi des particules qu'on ne pouvait pas observer avant, qu'on ne pouvait pas détecter avec les méthodes. Mais maintenant que les méthodes spectroscopiques ont évolué, on a pu voir qu'il y a ces particules qui sont présentes
en très grand nombre dans le milieu et qu'on peut quantifier de manière significative avec seulement 200 litres, alors qu'avant, on prélevait 2 mètres cubes, voire 200 mètres cubes pour les particules qui sont plus grandes. Ces questions de prélèvement se les étaient posées sur le comment avec les filets, mais aussi sur où et quand prélever. On a eu des études sur la variation spatio-temporelle des microplastiques, notamment pour savoir où prélever au niveau de la section de l'eau. C'est quoi les variabilités à court terme, et aussi sur la représentativité lorsqu'on veut estimer des flux. Notamment, on s'est rendu compte que, par exemple, les crues pour les flux annuels représentaient jusqu'à 40% des flux massiques de microplastiques. En parallèle des développements sur le prélèvement, il y a aussi tout ce qui est lié au traitement en laboratoire. Pour l'analyse des microplastiques, l'objectif des traitements en laboratoire, c'est essentiellement d'isoler les plastiques du reste des matrices. Donc, dans le ce qui est matrice minérale. Pour ce faire, l'échantillon va passer à travers différentes étapes. Ici, j'ai mis par exemple un protocole typique qu'on utilisait lors de ma thèse avec le SDS pour dénaturer les protéines, des enzymes, de l'H2O2 et une séparation densimétrique. Il y a eu des petites évolutions liées à cette préparation d'échantillons. D'abord, pour la séparation densimétrique, on n'utilise plus d'ampoule à décanter, mais un système de JAMS qui permet de séparer le surnageant qui contiendrait donc les microplastiques et le culot qui contient la fraction minérale de manière plus simple, sans remettre en suspension et sans remobiliser le culot. Par ailleurs, on a aussi essayé d'engendrer un gain de temps sur ces étapes de traitement. Par exemple, au lieu de faire de l'H2O2 simple, des traitements H2O2 simples, on va faire de l'oxydation de la matière organique par Fenton. Donc il s'agit d'une réaction H2O2 qu'on va devoir faire avec une température contrôlée et un pH contrôlé, et en rajoutant du fer qui permet de catalyser la réaction qui va durer 2 heures au lieu de durer 24 heures comme c'était le cas avant. Par rapport à la préparation d'échantillons, la difficulté principale est une difficulté double. C'est qu'à partir du moment où on va commencer à manipuler un échantillon, on va avoir soit des pertes qui vont être engendrées, dues au traitement, dues aux filtrations, soit de la contamination qui va venir soit de l'utilisateur, soit de l'air. Cette problématique est réellement posée au niveau de la communauté qui travaille sur les plastiques. Pour ce qui est des pertes, on a mené une étude sur l'intégrité des plastiques, que ce soit les fragments, que ce soit les fibres textiles, comment ils résistent aux différents types de traitements, que ce soit ceux qu'on utilisait, que ce soit ceux qui étaient utilisés dans la littérature, pour justement mieux savoir quelles pertes on pouvait avoir et mieux sélectionner c'est quoi les protocoles à mettre en place. C'est pour ça qu'on s'est par exemple spécifiquement orienté vers les traitements de Fenton, parce qu'on s'était rendu compte que ça ne posait pas problème à l'intégrité de ces fibres et de ces particules. On travaille aussi en ce moment dans le cadre d'un stage à faire des tests de recouvrement où on va doper des échantillons avec des quantités connues de microplastiques pour voir à la fin c'est quoi le pourcentage de ces microplastiques qu'on recouvre à la fin de la méthode. Pour la contamination, on effectue des blancs de contrôle systématiquement. On essaye aussi de travailler dans des conditions les plus propres possibles. Ça, on s'en rend compte aussi lorsqu'on essaye de travailler sur des matrices propres. Par exemple, si on travaille sur de l'eau usée, quelques centaines de millilitres d'échantillons vont être suffisants pour qu'à la fin, on ait une quantité de plastique dans l'échantillon qui est significativement supérieure à ce qui se trouve dans le blanc. Si on travaille avec de l'eau potable, ce qu'on a aussi fait récemment, on va se rendre compte qu'on a besoin d'être beaucoup plus précautionneux sur la contamination et prélever aussi des volumes beaucoup plus élevés pour pouvoir dépasser cette limite de détection dictée par la contamination des blancs. Là où on a dû progresser principalement le long de ces années, c'est sur la caractérisation et la quantification de ces plastiques. Donc au tout début, on utilisait ce qui était aussi utilisé par la littérature et la communauté, c'est d'abord procéder à un comptage visuel, donc repérer que des particules ou essentiellement des fibres, et ça marche surtout bien pour les fibres, qui semblent être de nature anthropique et non pas naturelle. Ensuite,
on va les récupérer à la pince, donc c'était que sur des particules qui sont quand même manipulables, on va les placer dans un IRTF et on va avoir un spectre qui va nous permettre de savoir si c'est un plastique ou pas et c'est quel plastique. Ça, c'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps et donc qui ne pouvait se faire que sur quelques particules. Donc dans un échantillon, on va en avoir plusieurs centaines. Il va y avoir que quelques dizaines, voire moins, de particules qui vont passer à l'IRTF. Maintenant, grâce à la méthode de cartographie, on peut analyser la totalité d'un échantillon. Donc on va avoir un filtre en alumine sur lequel on va passer l'échantillon et par la suite on va cartographier ce filtre pour avoir un ensemble de spectres, 260 000 spectres qui vont ressortir. Alors la difficulté qu'il y a, c'est que c'est une analyse en spectroscopie par transmission. L'alumine a l'avantage d'être transparente, mais seulement à partir de 1400 cm-1. Donc tout ce qui est entre 400 et 1400 cm-1, il y a le signal de l'alumine qui est là, et donc c'est une information qu'on va perdre au niveau de nos spectres. Par ailleurs, cette méthode-là va avoir une limite de taille qui est beaucoup plus faible qu'avant, où on était à 100 micromètres, ça va être à 25 micromètres. Par contre, on a aussi une limite supérieure, vu qu'on fait de la transmission. Quand une particule est trop épaisse, plus de 500 micromètres, on ne va pas pouvoir la détecter avec le micro-IRTF en transmission. On a quand même préféré cette méthode au Raman qui, lui, peut permettre de descendre jusqu'à des particules de 1 micromètre parce que ça permettait quand même d'être beaucoup plus rapide et de faire une cartographie entière de l'échantillon. Avec le Raman, c'est particulièrement lent et ça nous oblige à aller voir les particules une par une, ce qui repose le même problème qu'on avait lors du comptage visuel. Une fois qu'on a acquéri les 260 000 spectres, il est impossible d'aller rechercher dans chaque spectre manuellement qu'est-ce qui correspond à un plastique et qu'est-ce qui ne correspond pas à un plastique. Donc on va utiliser des logiciels qui nous permettent de traiter ce signal et de savoir parmi ces spectres-là lesquels sont bien des polymères qu'on souhaite quantifier. On a choisi d'utiliser le logiciel Simple qui est aussi utilisé par d'autres partenaires dans un projet européen dans lequel on contribue, l'Hymnoplast, et qui donc nous permet d'avoir quelque chose de comparable aussi, mais qui pose quand même encore des difficultés et des questions que l'on se pose encore en ce moment. D'abord, je vous ai dit que la limite de taille de nos particules avec cette méthode est de 25 micromètres. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une cartographie. Une cartographie, il faut la visualiser comme une grille dans laquelle il y a des pixels qui font 25 micromètres par 25 micromètres. Chacun de ces carrés correspond à un spectre. Donc, selon la taille des particules et comment elles se positionnent, on va pouvoir les voir ou pas. Une particule qui fait plus de 25 micromètres et qui couvre la totalité d'un pixel, on va forcément la voir. Une particule qui va être plus petite va avoir un signal plus faible, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle soit beaucoup trop petite pour qu'on puisse réellement l'identifier. Ça nous pose aussi problème vis-à-vis des fibres. Donc les fibres qu'on réussissait à quantifier très facilement au stéréomicroscope et donc qui, à l'époque, représentaient pour nous dans la scène la contamination principale, le type de contamination principale sur la scène, on ne peut plus les quantifier avec cette méthode parce qu'elles sont trop fines et ne réussissent pas à couvrir une bonne surface de nos pixels d'analyse au micro-IRTF. Par ailleurs, vu que cette détection et cette identification ne se fait pas de façon manuelle, on va utiliser un logiciel, il faut qu'on fixe des seuils de corrélation qui lui permettent de dire à partir d'une corrélation, par exemple, entre un spectre de particules et un spectre de référence de 80%, tu nous l'affiches comme un plastique ou pas. On aurait pu mettre 90%, on aurait pu mettre 70%, on aurait pu mettre 60%, et c'est là où est la difficulté. Si on le met trop haut, on va avoir un risque d'avoir beaucoup de faux négatifs. Si on le met trop bas, on va avoir un risque d'avoir beaucoup de faux positifs. Surtout que les plastiques et les polymères des bases de données, c'est des beaux spectres, c'est des spectres propres. Ceux qu'on retrouve sur l'environnement, c'est des particules qui ont notamment des biofilms dessus, qui vont venir affecter ces spectres-là. C'est aussi des particules qui sont altérées. Typiquement, par exemple, dans le cas du polyéthylène, on retrouve souvent une bande entre 3100 et 3500 cm-1, qui est la bande OH, qui correspond à l'oxydation de ces polyéthylènes. Tout ça, ça va affecter cette valeur de corrélation.
ce qui fait que fixer un seuil automatique au logiciel qui nous permette de savoir avec certitude combien de plastique il y a, ce n'est pas si évident, et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment même. En parallèle, donc tout ça, c'est ce qui nous permet d'identifier les nombres de microplastiques. On s'intéresse aussi à déterminer des masses, tout simplement parce qu'on veut aussi effectuer des bilans de masse, des flux massiques. Donc, au début, on a toujours fait ça en prenant le nombre, la taille, la forme, ce qui nous permet d'avoir un volume, le polymère, ce qui nous permet d'avoir une densité, et d'estimer la masse de ces plastiques. Maintenant, ce qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de la thèse de Nadia Bouzid, c'est la quantification par pyrolyse GCMS. La difficulté principale, je vais pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais c'est l'effet matrice qui fait qu'on a du mal à bien quantifier la totalité des polymères qu'on voudrait cibler. Alors, pour essayer de finir vite, les méthodes qu'on a essayées, qu'on a développées ou qu'on est en train de développer sont toutes intéressantes dans le sens où elles présentent des avantages ou des inconvénients différents. Par exemple, la stéréomicroscopie, qui finalement est une simple observation visuelle, est la seule qui nous permet maintenant de détecter avec certitude des fibres textiles. Mais ces fibres textiles, on va avoir leur taille, on va avoir leur nombre, mais on ne saura pas parmi elles lesquelles sont réellement des plastiques et lesquelles sont par exemple des fibres qui viennent de vêtements en cellulose. Par ailleurs, le micro-IRTF va nous permettre de viser tout ce qui est entre 25 et 500 micromètres, avoir la classe, avoir la taille, et de manière relativement simple, à partir du moment où on a un polymère sur la base de données, couvrir un maximum de polymères et pouvoir tous les détecter. La pyrolyse GCMS, elle, a théoriquement pas de limite de taille. Par contre, ce qui limite notre taille au jour d'aujourd'hui, c'est les seuils de filtration, parce qu'on est obligé de filtrer. Donc on a quand même une limite de taille qui maintenant est de 10 micromètres, parce qu'on filtre à 10 micromètres. Avec la pyrolyse, on a la masse, mais on n'a aucune information sur la taille et la forme, qui sont des informations qui intéressent les écotoxicologues qui cherchent justement les effets des microplastiques. Et en ce moment, on cible 5 polymères uniquement pour la quantification, parce que c'est ceux sur lesquels on est en train de faire du développement méthodologique qu'on utilise pour mettre dans les gammes d'étalonnage. Donc pour conclure, ce sur quoi je voulais attirer l'attention aujourd'hui, c'est juste qu'il y a différentes méthodes. Ces méthodes vont fournir des informations différentes et il faut les sélectionner selon notre objectif, selon ce qu'on cherche à savoir. Est-ce qu'on s'intéresse aux fibres? Est-ce qu'on s'intéresse aux fragments? Est-ce qu'on s'intéresse à tout le continuum de taille ou à des tailles spécifiques? Par ailleurs, il y a la problématique maintenant qui se pose dans la communauté plastique sur les particules de pneus, qui, elles, se feraient quantifier par pyrolyse GCMS. Tout ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Maintenant, quand on reçoit un échantillon laboratoire, avant d'avoir un résultat, ça peut être très lent, ce qui fait aussi que c'est difficile de rendre ça compatible avec un réel suivi environnemental qui est représentatif statistiquement. Et ça aussi, c'est des questions sur lesquelles on réfléchit beaucoup en ce moment pour voir est-ce qu'il ne faudrait pas dégrader un peu plus les méthodes, perdre peut-être en fiabilité, mais gagner en représentativité et vice-versa. Et c'est un peu plusieurs paramètres qu'on doit mettre sur la balance pour choisir comment quantifier, comment analyser les microplastiques. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai beaucoup dépassé. Merci Rachid. Y a-t-il des questions? Ah, là-bas, tout au fond. Pierron de Suez, oula, ça marche, oui. Alors, tout d'abord, félicitations, vraiment très très bonne présentation et sujet très très bien expliqué. Et donc ça m'amène à une question qui est un peu prospective. Alors, vous savez peut-être que la directive européenne eau potable, toute récente, enfin, elle date de moins d'1 an, demande de développer une méthode d'analyse sur les microplastiques dans les ressources en eau potable. Et à l'échéance de mémoire, c'est 2023.
Et donc, vous parliez d'un projet européen. Première question, est-ce que l'objectif de ce projet européen est de définir une méthode en relation avec la demande de la Commission européenne, enfin de la directive européenne? Et deuxième question, est-ce que parmi les 3 méthodes que vous aviez présentées, il y en a une qui se détacherait peut-être dans ce cadre d'objectif de suivi, puisque la directive européenne demande de suivre pour acquérir de la connaissance sur les ressources en eau. Donc, est-ce qu'il y en a une qui serait plutôt votre faveur ou la faveur de votre groupe de travail, si c'est l'objectif? Alors, par rapport au projet européen, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, c'est un projet multidisciplinaire qui allie plusieurs thématiques pour travailler sur les plastiques dans les milieux récepteurs, avec plusieurs équipes de recherche européennes. Par rapport aux méthodes pour les eaux potables, donc déjà en France, il y a un groupe de travail de l'AFNOR qui essaye de mettre en place et de donner des directives de méthode le plus vite possible. Je crois que l'objectif qui est fixé, c'est l'année prochaine. Et à côté de ça, à l'échelle internationale, donc, il y a effectivement des groupes ISO où plusieurs équipes sont en train de se regrouper pour essayer de donner des directives plutôt claires. Alors sur les 3 méthodes que j'ai mis en place, la stéréomicroscopie est complètement mise de côté, surtout pour l'eau potable, parce que ce qu'on recherche, c'est vraiment des petites particules et non pas ces fibres que nous, on voit beaucoup lorsqu'on s'intéresse, par exemple, aux sorties de machines à laver, aux stations d'épuration ou aux milieux récepteurs. Donc ça, on le met complètement de côté. Par contre, au jour d'aujourd'hui, dans ces groupes de travail auxquels j'ai assisté, dans lesquels je contribue, il n'y a pas de préférence entre le micro-IRTF et la pyrolyse GCMS. Les deux sont maintenus et les deux sont proposés avec le micro-raman. Donc il y a 3 méthodes, micro-IRTF, pyrolyse GCMS et micro-raman, parce que c'est un peu ce que je disais, ça ne donne pas du tout les mêmes informations, ça ne vise pas tout à fait les mêmes particules. Et donc, il n'y a pas de décision claire qui est prise, les 3 sont proposés. Je ne sais pas si vous voulez plus d'informations, plus de détails sur tout ça. Y a-t-il une autre question? Bon, moi j'en avais une. Est-ce que pour les particules les plus petites, adapter des techniques qu'on utilise en microbiologie comme la cytométrie en flux, c'est des choses que vous envisagez? Alors nous, on ne l'a pas directement envisagé, mais il y a des équipes qui réfléchissent là-dessus. Le problème avec la cytométrie, c'est qu'on va compter les particules, mais on ne connaîtra pas leur nature. Et ça, on n'arrive pas trop à régler ce problème. Isoler les plastiques, avoir des échantillons dans lesquels il n'y a que des plastiques, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire parce que ce n'est pas suffisamment spécifique. Malgré toutes les étapes de traitement que je vous ai montrées, H2O2, séparation densimétrique, etc., à la fin, les plastiques représentent 1 millième au moins des particules qui restent. Et donc, ça reste toujours des aiguilles dans des bottes de foin qu'il faut qu'on recherche. Et pour le moment, les méthodes qui existent, c'est la stéréo, le micro-IRTF, la pyrolyse, et un peu moins le micro-raman. Je ne connais pas bien les méthodes de cytométrie, mais je sais que c'est des choses à laquelle il y a des équipes qui ont réfléchi, mais qui n'est pas, pour ces usages-là, quelque chose qui marche très bien. Ok, merci. Merci. La dernière oratrice de la matinée, Fabienne Petit, qui va parler d'antibiorésistance. Bonjour, donc le dernier exposé de cette session est consacré à un problème d'environnement santé, plus particulièrement l'antibiorésistance, et on va l'appliquer à une étude qui a été menée sur l'orge. Donc les résultats qui sont présentés sont issus d'une démarche inter- ou transdisciplinaire, je ne connais jamais, qui associe des écologistes microbiens, des chimistes de l'environnement, des hydrologues et des collègues de
qui sont dans des laboratoires INSERM, dont Christophe Dago, qui pilote le projet Pandore de l'ANSES. Donc l'antibiorésistance aujourd'hui est considérée comme une pandémie silencieuse. Il a été évalué en France à peu près 12 500 décès par an qui sont liés à une impasse thérapeutique. Alors ça, c'est lié à une propriété, je dirais, typique des micro-organismes, c'est leur formidable adaptabilité génétique qui fait que dès qu'une molécule a été proposée en antibiothérapie, bien très rapidement, dans les années qui ont suivi, donc, excusez-moi, c'est ça, dans les années qui suivent, on voit apparaître des bactéries qui sont résistantes parce qu'elles ont muté ou plus généralement, elles ont acquis un gène de résistance aux antibiotiques qui par la suite diffuse évidemment au sein des communautés de micro-organismes. Donc, ce scénario se répète à chaque fois, on met en place des nouvelles molécules antibiotiques et très rapidement, on voit apparaître des bactéries en milieu clinique qui ont acquis des résistances à ces molécules. On notera dans les années 89 la découverte des intégrons cliniques. Ça veut dire que là, cette fois-là, c'est plus un gène, une résistance, c'est l'existence chez des micro-organismes de supports génétiques qui vont conférer une multirésistance parce que ce support va permettre d'acquérir plusieurs gènes régulés par un même promoteur, ce qui fait que les bactéries qui le possèdent vont simultanément être résistantes à plusieurs antibiotiques. Donc ce scénario se répète et aujourd'hui il y a eu des projections qui ont été faites, dont s'est emparée Santé publique France et qui, si tout reste constant par ailleurs, projetterait des millions de morts, remettant les maladies infectieuses comme première cause de mortalité à l'échelle mondiale, juste parce que nous n'aurions plus de molécules antibiotiques efficaces. Donc nous, ici, aux Pyrénées, plus généralement sur le territoire Seine, c'est quoi le rôle de l'environnement ? Donc il y a eu plusieurs rapports collectifs d'expertise, dont un qui va donner lieu à une publication qui est issue de la réflexion menée sur le déterminisme de l'antibiorésistance dans l'environnement en France, mais qui au début rappelle donc ce modèle conceptuel que j'ai peut-être déjà présenté sous d'autres formes. Mais la première chose, c'est que les bactéries antibiorésistantes sont sélectionnées chez les hommes et les animaux qui sont sous antibiothérapie. Et dans l'environnement, on a une contamination via les fesses, évidemment, les rejets de eaux usées, les ruissellements de sols pâturés, ou aussi les rejets des grosses exploitations animales. Donc c'est ce sur quoi on va travailler. On travaille aussi sous le nouveau paradigme qui a été édicté par l'OMS dans les années 2000. Donc en 2000, l'OMS fait la première alerte sur l'antibiorésistance. Et puis très rapidement, on a le concept de One Health qui dit que la santé humaine est étroitement liée à la santé, donc là le terme de santé de l'environnement, et des animaux sauvages et aussi exploitation intensive. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est vrai ou pas ? Eh bien, il y a des faits cette fois-là. Et les faits, c'est que la bêta-lactamase à spectre élargi, qui pose un vrai problème en milieu clinique, eh bien, c'est lié à un transfert de gènes qui, historiquement, était chez Cuivera. Donc, c'est des analyses phylogénétiques de séquences qui ont permis ces conclusions. Et de même, la résistance au quinolone, donc qui est conférée par le gène QNR, lui, est issu de chez Wanella. Et dans les deux cas, ce sont des bactéries qui étaient dans des environnements aquatiques. Alors, l'autre transfert dans l'autre sens, c'est-à-dire cette fois-là des bactéries d'origine clinique dans l'environnement, pourrait, et là ça a été montré en laboratoire, alors est-ce que c'est extrapolable à l'environnement ? En tout cas, d'un point de vue mécanistique, c'est tout à fait possible. Donc d'avoir des gènes de résistance d'intérêt clinique qui passent à des bactéries de l'environnement que l'on retrouve dans les maladies nosocomiales. Non, l'autre. Ah oui, juste un petit point, un petit rappel ici sur le. Donc en Europe, c'est 70% des prescriptions concernent les animaux et 30% l'homme. Et tous les travaux qui sont faits, au passage, quand on travaille sur les antibiotiques dans les environnements, c'est étroitement lié aux modalités de prescription et à la réglementation
des pays, donc pour nous, l'Europe. C'est quand on fait la biblio, ça. Donc, le rôle de l'environnement, donc, où on va travailler dans l'environnement. Donc, ce problème de transfert de gènes, il requiert 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est dans des environnements, il faut qu'il y ait des co-sélecteurs qui, finalement, poussent les bactéries à transférer des gènes. Donc, ces co-sélecteurs, c'est des antibiotiques, mais les concentrations sont souvent plus faibles, mais on a des concentrations subinhibitrices qui perturbent, enfin induisent des mutations. On a vu, en tout cas, les systèmes SOS, ça va déréguler un petit peu les... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, va induire des réponses, nous, qu'on dit SOS, favoriser des mutations et des échanges de gènes. Il y a aussi le rôle de ce qu'on appelle des co-sélecteurs. Donc, ce sont les autres contaminants. Donc, on recherche dans l'environnement des niches où on aura à la fois une exposition à des contaminants fécaux, donc des apports de gènes, et des antibiotiques auxquels vont s'ajouter des contaminants chimiques, minéraux et organiques. Et il faut que la densité en micro-organismes soit suffisante pour permettre un événement rare, c'est-à-dire pour nous les sédiments et les biofilms. Non, j'ai du mal avec le sens, voilà. Donc, travailler One Health, c'est bien, mais là, il a fallu que la communauté s'accorde avec des marqueurs qui soient communs. Donc, il y a eu pas mal de... on a eu j'ai participé à 2 revues systématiques, enfin un rapport d'expertise, une revue systématique, et c'est vrai que quand on fait l'analyse de la bibliographie, on se heurte des fois à des difficultés méthodologiques, chacun choisissant sa bactérie ou son antibiotique ou son gène. Donc là, au niveau européen et au niveau mondial, il a été proposé de suivre Escherichia coli et de travailler sur un profil de résistance qui soit commun. Donc nous, dans les études que l'on fait, ça fait partie du partenariat avec les équipes hospitalières, notamment l'équipe de Bichat, et puis les collègues de Rennes, où on choisit évidemment les antibiotiques recommandés par la SFM avec un focus particulier sur des antibiotiques d'intérêt clinique, évidemment. Et donc, d'un point de vue génétique, on s'est accordé pour suivre les intégrons cliniques. Donc, au passage, ici, je vous montre ces intégrons cliniques très simplement. Voilà, c'est Gillings qui, le premier, a proposé que ces intégrons cliniques soient considérés comme des contaminants xénogénétiques. Donc, voilà ici, dans un schéma, l'intégron clinique de type de classe 1. Et vous voyez, il va aller piocher dans son environnement, peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des gènes. Il a la possibilité, c'est un formidable Lego génétique, il va pouvoir aller piocher des gènes qui vont lui conférer donc une adaptabilité à son environnement et nous, dans notre contexte, une résistance aux antibiotiques. Donc, le contexte étant présenté, là, je vais vous présenter des spots, des premiers résultats obtenus et analysés collectivement dans le cadre du projet Pandore financé par l'ANSES et le Pirensen et qui s'est déroulé sur le site de l'Orge, en sachant que d'autres collègues travaillent sur une autre rivière, le Clin, sur le site de Poitiers. Donc, on a travaillé donc, sur l'Orge, vous le connaissez mieux que moi, de toute façon. Donc c'est un gradient urbanisé. Toutefois, on avait travaillé sur 3 sites, donc le site Guédorge, site Amont, Saint-Germain-les-Arpajons, que l'on considérait comme un site exposé aux effluents traités de la station d'Olainville, sauf que la station d'Olainville, elle filtre ses eaux. Je peux vous dire, confirmé, on l'a refait 3 fois, il n'y a pas de bactéries fécales qui sortent. Et finalement, ça nous a donné un site assez intéressant, parce que là, il n'y a que la pression chimique sur ce site. Et entre Saint-Germain-les-Arpajons et Viry-Châtillon, là, il a été identifié, je crois, près d'une dizaine de dysfonctionnements par le syndicat de l'Orge, qu'on remercie d'ailleurs pour la facilité d'accès au site, au passage, et aux informations. Et a priori, qui doit donner donc, des contaminations en période pluvieuse. Donc, les résultats obtenus ici, donc, on a la contamination chimique, donc, plus importante dans les sédiments superficiels sur le site de SGA. Là, on voit une diminution sur le site de Viry-Châtillon. Et là,
faut qu'on retravaille ça, mais clairement, notre méthode d'échantillonnage ne permet peut-être pas d'avoir l'enregistrement des sédiments sur un an. Peut-être que notre piège à sédiments est mal positionné. Enfin là, il va falloir qu'on se rapproche des sédimentologues pour donner un sens à ces travaux, et enfin l'explication en tout cas. Et donc, on a une contamination plus élevée en antibiotiques sur le site de SGA, ça c'était attendu, mais une abondance plus importante en intégrons cliniques sur le site de WC. Et là, à la limite, c'est attendu. Et le point important, comme les travaux précédents qui avaient été montrés dans l'eau, c'est qu'alors que la fluoroquinolone est la famille d'antibiotiques prédominante dans les sédiments, chez les Escherichia coli, on n'a que 4 sur à peu près 400 isolats qui sont résistants aux antibiotiques testés appartenant à cette famille. Alors, quelle est la signification quand c'est dans les sédiments? La vraie question pour nous, c'est est-ce que ça persiste? Donc on a pu bénéficier de la fameuse carotte de Rhapsodis qui est réutilisée. Et là, j'insisterai sur le fait que le fait qu'on ait bancarisé tous les échantillons à moins 80 degrés nous permet de revisiter avec d'autres questionnements. Donc là, en l'occurrence, les antibiotiques, ça a été fait par Thomas. Et donc, comme dans la carotte de bois, on retrouve les antibiotiques les plus persistants dans les couches supérieures à la date de la mise sur le marché des antibiotiques. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a regardé l'occurrence des intégrons cliniques de classe 1 dans cette carotte et on voit une diminution. Alors, diminution ou augmentation liée à l'émergence au sein des entéros, je ne sais pas, c'est en fait assez récent comme analyse, mais voilà, il va falloir qu'on travaille ce point-là. Mais pour nous, notre école de pensée au laboratoire, c'est plutôt une diminution. Et alors, ça veut dire quoi des intégrons cliniques? Donc il y a des collègues qui m'ont dit, bah ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas de bactéries actives, peut-être que ça ne sert à rien dans les carottes. En fait, les travaux qui ont été menés par... par Thierry et Christine Cagnon à l'IPREM, dans le cadre de la thèse Cinta d'Oliveira, montrent qu'en fait, il y a une diversité d'intégrons tout le long de la carotte qui ont été identifiés ici, avec un peu plus de 4300 séquences. Il y a eu des travaux qui ont été faits, donc Thierry n'est pas là parce qu'il est en cours tout de suite. Mais ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait une interaction positive donc, entre des groupes de taxons et de types d'intégrons, et que ces intégrons, là il faut que je me dépêche, sont corrélés à la contamination chimique. Donc ça veut dire qu'il y en a bien et qu'il y a bien une dynamique d'adaptation de ces bactéries qui est permise grâce à ces intégrons. Donc dans les biofilms, donc, on a instrumenté la Seine et l'Orge avec des pièges à biofilm, le tout d'amont en aval. Donc, on a mis en place un système qui a été validé, donc avec 5 plaques et qui sont colonisées de façon stable au bout de 2 mois, comme on l'a montré, par un suivi des bactéries viables et des bactéries totales, donc en cytométrie de Flea et en dosage de la DNR16S. Donc, quel est le rôle des biofilms dans cette... Est-ce qu'il y a un rôle? Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien ici une contamination avec les antibiotiques, mais là, étonnamment, d'abord, on a un niveau plus important et on a des molécules qui n'étaient pas retrouvées dans les sédiments, peut-être liées à leur propriété d'hydrophobicité. Et pour l'abondance en E. coli, eh bien, on a des isolats qui portent des intégrons, qui sont bien piégés au sein de ces biofilms, et on a une proportion de bactéries résistantes qui est plus importante sur WC. Là, ce qu'on a essayé de faire avec les collègues d'hydrologie, déjà, c'est de comparer donc, la dynamique ici de la contamination par les intégrons. Donc, vous voyez que les valeurs sont relativement dispersées, qu'il est difficile ici de conclure, qu'on n'a pas de relation avec la pluviométrie, puisqu'on a même une baisse alors qu'on a eu un événement plus important. Donc là, c'est complexe et on n'est pas étonné de voir des résultats inférieurs à ce qu'on avait trouvé en moyenne sur le transect de Seine. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on va observer sur le site de Géo. Et
plein. J'ai du mal avec ça. Donc sur le site de Géo, en fait, on a eu la chance d'être là au moment où il y a eu une rupture de canalisation qui nous a montré, donc qui explique une contamination importante. Et dans les biofilms, on a retrouvé des bactéries cultivables et les bactéries, d'une part cultivables, mais aussi le génome des Escherichia coli. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que, comme les intégrons cliniques, on n'a pas d'accumulation des gènes au sein des biofilms. Et ça, pour nous, c'était contre-intuitif et inattendu. On pensait vraiment que c'était des sites où ça allait s'accumuler. Et là, on observe une résilience. Donc, en conclusion, là, ce qu'on peut voir, c'est que, oui, les sédiments et les biofilms sont des zones de piégeage des bactéries antibiorésistantes et d'intégrons cliniques, que ces bactéries, leur génome, y compris les intégrons cliniques, ne s'y maintiennent pas, mais longtemps, c'est-à-dire que ça serait intéressant d'évaluer le temps, que les co-sélecteurs diffèrent selon les matrices, donc les antibiotiques, là il y a des études qui se poursuivent avec les biocides et les pesticides et les métaux. Et on a un déterminisme complexe sur la pluviométrie, donc là Daniel Valdez disait est-ce qu'on n'a pas un ruissellement direct à l'aval alors qu'à l'amont il y aurait la notion de réservoir. Le débit, donc en fait, on n'a pas eu de grosses différences, mais là, c'est lié probablement au changement climatique entre la basse eau et haute eau, et la prescription et la dynamique sédimentaire. Nos défis, c'est la seule limite de résilience, à partir de quand? Est-ce qu'on a les notions de hotspot avec les hot moments, donc des moments de crue? Quel est le temps de persistance des antibiotiques et des co-sélecteurs? Quel est le temps de résistance et de transfert de gènes in situ? Est-ce qu'on peut y accéder? Il faudrait élargir l'étude du résistome au résistome total et les bactéries à des bactéries pathogènes opportunistes telles que les aéromonas, pour lesquelles Yannick a montré qu'il y avait une abondance sur le microbiote des poissons qui différait en fonction des rejets urbains. Et l'impact et le rôle sur le microbiote de la faune sauvage. Donc là, il y a une thèse en cours d'Étienne Marchand et ces travaux devraient pouvoir être extrapolés aux transectes saines. Et enfin, pour terminer, ça sera ma dernière diapositive de fin, c'est pour vous dire un petit peu que la dynamique qui a été faite depuis le début sur cette problématique, sur la partie aval comme la partie amont, sur les eaux de surface comme dans les eaux souterraines, notamment sur les karstes, toujours avec une démarche interdisciplinaire, ont permis d'alimenter le rapport Carlet. C'est le rapport Carlet. Donc nous étions 3 pour représenter l'environnement. Pascal Simonet pour les sols, moi pour l'eau, pour remonter les résultats que nous avions eus. Et ces demandes ont abouti, cette réflexion, à la demande de connecter les réseaux de recherche et les réseaux de surveillance et de penser à des observatoires. Il y a eu 2 revues systématiques. Dans celle de l'ANSES, les travaux acquis sur la Seine ont largement alimenté la réflexion. Et depuis donc, ces réflexions qui se font, donc il y a un retour aux décideurs, des questions qui se posent, sédiments biofilms, des projets qui se font. Et là, on va jusqu'au microbiote, on est toujours pionnier. On a une banque d'échantillons qui est à disposition de l'ensemble de la communauté. Et tous nos travaux, donc on a fait l'eau, maintenant l'eau, les MES et sédiments, la faune. Et aujourd'hui, il y a une réflexion dans le cadre de la COP 21 Environnement Santé Interinstitut du CNRS qui fait que le territoire Seine a été proposé comme un des 3 territoires emblématiques. Voilà, donc moi c'est ma fin de carrière. Non, je pense que j'ai plus que 3 ans, ce que je voulais vous dire. Mais tout ça, il faut vraiment les garder, capitaliser les données, les bancariser et vraiment identifier toutes les collections de souches, d'échantillons, de sédiments, d'eau filtrée qui sont dans nos congélateurs. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Luc Admirac du SIAP. On a vu dans les 2 sujets sur les microplastiques et sur les résistances, en fait, que les stations d'épuration à membrane pouvaient arrêter en fait toutes ces pollutions. Sur donc aussi bien les microplastiques que les gènes de résistance aux antibiotiques.
Le problème qui se pose, c'est dans la valorisation agricole des boues. Est-ce qu'il y a une étude, enfin, est-ce qu'on prolonge ces études sur cette valorisation et comment ça se passe? Là, oui, il y a vraiment des collègues qui travaillent sur cette problématique à Lyon et à l'INRA. Et donc, en France, il y a des travaux qui ont été faits. Il faudrait, si vous souhaitez le faire, vous rapprocher de ces collègues qui ont montré qu'on pouvait avoir des augmentations de gènes et qui ont évalué le temps de persistance, donc en fonction des usages, justement, des différents types de lisiers. Voilà, donc je pense que si on doit développer ça ici sur l'estuaire, au même titre que les collègues qui travaillent sur l'eau vont s'inspirer déjà des démarches qui sont faites là, il faut se rapprocher. Il y a des données, et je vous incite à lire le rapport d'expertise qui est sorti en 2020. Il fait le bilan de la totalité des études faites en France, et que ça soit issu de la recherche, de rapports gris et des banques de données de type NIAID. Y a-t-il une autre question? Bonjour, Sonia Descartes de l'Agence de l'eau. Est-ce que les intégrons, ils voyagent loin dans le linéaire en fait? Est-ce qu'en remobilisant finalement les sédiments, on les fait descendre jusqu'à l'estuaire par exemple? Alors, ça c'est une bonne question. Du coup, je profite parce que j'ai retiré des diapositives, j'ai déjà dépassé mon temps, mais voilà. Je voulais indirectement rendre hommage à Pierre Servet. Donc, sur l'eau et le transfert, hein, donc, la question a été posée dans ces groupes de réflexion, il faut bien voir collectif, et c'était, il va falloir modéliser le devenir des bactéries antibiorésistantes dans l'eau. Honnêtement, on a fait des travaux avec les collègues de l'INSERM, Éric de Namur, ici, pas loin, Paris 7, l'équipe IAM. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que les bactéries antibiorésistantes d'origine clinique ne résistaient pas dans l'eau. Elles ont même un temps de persistance moins long. Et là, la manip a été faite sans virus et sans protozoaire. Et la discussion qu'on avait avec Pierre, qui devait aboutir à un papier, on avait fait, nous, dans le cadre du projet d'INAPACT, du GIPSA, on a étudié l'attachement aux particules. Est-ce qu'elles s'attachaient différemment que les travaux qu'avait fait Pierre? En fait, non. On a vu que les bactéries qui étaient résistantes à plusieurs antibiotiques étaient préférentiellement associées à des bactéries décantables de vitesse. J'ai dit une bêtise. Décanter en 30 minutes, ça doit faire 10 mm seconde moins 1. Enfin bon, le chiffre est disponible. Voilà. Donc honnêtement, pour le transfert, moi je ne militerais pas pour une bactérie qui sort de pause et qui arrive à l'estuaire tout de suite. Voilà. En plus, je vous rappelle que le passage à pause, ça change de sens tous les 12 heures. Merci. Bon, on va passer à la discussion générale maintenant. Ouais, la lumière est forte quand on est en quand on est en bas. Alors, est-ce qu'il y a une question là-haut sur l'ensemble de la session, de manière un peu transdisciplinaire, ou revenir à l'intérieur d'une présentation en particulier, ça marche aussi. Oui, Pierre-Pierre Suez. Donc là, ce sera plutôt revenir sur la première présentation avec les transferts atmosphériques. Donc j'ai fait une question qui rebondit un peu sur celle de Josette, c'est concernant le transfert sur la distance. Est-ce que nous avons des idées suivant peut-être les composés, des distances où ça peut être transféré? Et je pense en particulier aux perfluorés, puisqu'on trouve, quand je dis c'est des études de l'ANSES qui datent de 10 ans, mais aussi en discutant avec des confrères européens, on trouve des perfluorés, les PFAS, un peu partout, dans toutes les ressources d'eau pratiquement. Et donc, ça ne vient pas que des rejets aquatiques, visiblement. Donc, est-ce que nous avons une idée, encore une fois, suivant les composés, de distance de transfert?
Et deuxième remarque, là c'est peut-être plus une question, certains composés sont transférés d'une manière atmosphérique, mais l'essentiel des apports, ce sont des rejets hydrauliques qui peuvent venir des rejets domestiques via des stations d'épuration ou industrielles. Donc est-ce qu'on peut, suivant les composés aussi, dire que l'apport atmosphérique a une part prépondérante ou pas dans l'existence, dans les ressources en eau? Alors, pour la question de la distance que ces composés peuvent parcourir, alors j'ai pas en tête, et Pierre Labadie, je crois qu'il n'est pas là, donc il ne pourra pas répondre pour la partie perfluorée. Mais pour certains composés les plus persistants, on va dire, dans l'environnement, on peut les retrouver, ça a déjà été montré régulièrement pour les PCB par exemple, on les retrouve jusqu'en Antarctique ou en Arctique. Donc en fait, ils peuvent se disperser vraiment très très loin dans l'environnement. La deuxième partie, c'était sur... excusez-moi, j'ai le... Oui, sur la part du transfert aquatique. Alors, ce qu'on a montré, nous, c'est vraiment qu'il y a un apport au bassin versant via les retombées atmosphériques. Après, le transfert, en effet, et du coup, un stockage, on va dire, au niveau des sols, en fonction des molécules. Certaines vont pouvoir, en effet, rejoindre plus ou moins facilement le réseau hydrographique. Là, il faudrait... voilà, ça en reste encore des études à poursuivre pour voir le bilan complet, en fait, l'ensemble de ces contaminants. À part pour les HAP où le bilan de David, Gatoy a été fait, mais pour le reste, pour l'instant, ça reste incertain. Je voudrais juste apporter une précision par rapport à cette imprégnation généralisée de nos environnements par certains polluants. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les HAP, on en produit depuis ce qu'on brûle du charbon, c'est-à-dire qu'on en a produit des millions... on en a brûlé des millions de tonnes, et on a une imprégnation généralisée de nos environnements. Voilà, les compartiments environnementaux ne sont pas cloisonnés, et que tout ça conduit à ce qu'on a une sorte d'homogénéisation aussi des contaminations, et pas des grands différences, des contrastes de gradients. Pareil, quand on prend quelque chose comme les PCB ou les perfluorés, ça fait 30, 40, 50 ans qu'ils sont dans nos environnements, et donc, ils ont eu le temps de se diffuser. Michel Mevec, Métis. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette dernière proposition, parce que quand on a regardé les HAP dans la carotte de Bouafle, on s'aperçoit qu'il y a une chute de HAP quasiment d'un facteur 10 au début des années 70. Et qui montre bien que quand on a arrêté le tout charbon au profit du tout nucléaire, les HAP exportés par la Seine se sont écroulés pratiquement d'un ordre de grandeur, si mes souvenirs sont bons. Je voudrais poser une question à Rachid. Est-ce que tu serais preneur d'échantillons de retombées atmosphériques d'Elodie pour faire tes microplastiques? Des échantillons de retombées atmosphériques de quoi? Pardon? Ah, d'Elodie, pardon, j'ai pas entendu. Désolé. Je ne sais pas. Donc, on a déjà fait des travaux sur les microplastiques dans les retombées atmosphériques. Et on a aussi une thèse en cours qui continue ces travaux. Donc, c'est des choses qu'on fait, mais on pourra en discuter et voir s'il est possible de faire quelque chose. Oui, pourquoi pas. Je ne pourrais pas répondre tout de suite, mais en tout cas, il y a plein de plastique dans l'air et les retombées atmosphériques est une source principale de microplastiques pour le milieu. Je change de micro, ça marche? Ouais. Je trouve que la question est très intéressante. En fait, par rapport au titre du programme Pyrène, avec cette notion de renouvellement méthodologique, on en parlait justement avec Laurence Lestel à la pause café de ce matin, où finalement
on n'est pas sur une certaine routine sur ces recherches de contaminants. On a une évolution sur les dernières années en lien peut-être plus avec des nouvelles méthodologies de prélèvement. Et c'est ça qui, finalement, nous amène avec des nouveaux défis, des nouvelles perspectives de recherche. Gilles Varro a cité ce matin les possibilités d'analyse plus fine des fragments particulière des retombées atmosphériques, voire peut-être si c'est la matière organique de ces fractions les plus fines qui sont responsables de l'absorption des polluants, ou c'est juste une question de surface spécifique. Je pense qu'effectivement, ça peut être aussi en lien avec des nouvelles recherches. Je pense que le champ des possibles est ouvert avec l'évolution des techniques, et pas forcément des techniques d'analyse, mais des techniques de prélèvement qui sont maintenant proposées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est pas une question, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, Hélène. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le particulaire. Il faut faire juste attention que ce n'est pas tout à fait les mêmes échelles entre ce qui est fait sur les plastiques, on va être supérieur à 10 mu, et puis ce que peut faire par exemple Elodie, on va être sur des PM5 de 5 ou 10. En tout cas, il y a quand même un continuum de taille particulière et des polluants qui se sortent sur ce continuum de taille particulière. On pourrait même ajouter plus loin avec ce qu'Alexandre pourrait faire sur les nanoparticules, où là on est encore à des échelles en dessous. Donc en effet, il y a ce continuum de taille particulière là qui pourrait être quelque chose d'intéressant aux Pyrénées, et on pourrait même le coller aux sédiments. Et ça aurait du sens. Oui, c'est vrai que ça a du sens d'avoir ce continuum-là. C'était tout le sens de ma question tout à l'heure, parce que je pense qu'effectivement, il y a une grosse... on associe souvent la réactivité des particules à leur taille, et du coup, effectivement, pour les plastiques, on peut se demander si ce n'est pas les plus petits qui sont les plus réactifs, ou qui vont être le plus facilement dispersés ou non. Toutes ces questions-là se posent, et je ne suis pas sûr, j'ai bien compris, la question n'est pas encore vraiment résolue, et c'est un des enjeux sur les plastiques pour les années qui viennent. Oui, tout à fait. Alors, nous, on ne s'intéresse pas qu'aux plus petites, on s'intéresse aussi aux plus grandes, parce que lorsque on veut identifier les sources et s'intéresser aux flux massiques, tout ce qui est grand est quand même très important, surtout quand on sait que les plastiques, ça se dégrade assez facilement et qu'une grande particule va finir par en donner plusieurs petites. Mais voilà, c'est vrai que l'un des challenges qu'on a maintenant, c'est d'essayer d'aller vers les particules qui sont plus petites. Oui, William Thomas, DRIEAT. On nous avertit souvent de grosses pollutions accidentelles liées à des incendies. Et en fait, je voudrais savoir, je pense au plus important, Lubrizol, mais il y en a d'autres. Je voudrais savoir l'impact que vous pouvez détecter sur l'environnement à partir de ces techniques. Parce qu'en fait, le nuage de Lubrizol a été jusque dans l'Aisne. Donc, je voulais savoir si on a une idée de la couverture du bassin de ces grands rejets. Alors, pour Lubrizol, en fait, on est dépendant en fait des mesures qui sont faites en parallèle. Et on n'a pas forcément fait des mesures au moment où il y a eu cet incendie de Lubrizol, ou pour Notre-Dame, c'était dans un autre contexte, où les prélèvements ne sont pas forcément placés, on va dire, au bon endroit au moment où on a eu ces incendies. Donc là, je ne pourrais pas réellement vous répondre on va dire, de la dispersion lors de ces événements extrêmes, mais le problème, c'est où se place la mesure et comment on fait la mesure, pas plus ou moins en continu, mais c'est ça qui va peut-être être plus un challenge pour les années futures, si on veut suivre ce genre de choses. Pour rajouter là-dessus, c'est actuellement une thématique qui est réellement importante en termes de pollution, et notamment, il y a pas mal d'études qui sont faites aux États-Unis, en Californie, avec tous les incendies.
Du point de vue de la pollution métallique, juste, donc c'est même pas des choses qui sont très précises, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des pics de pollution et qui sont directement liés à l'incendie, à retombées de particules, et c'est des choses qui ne sont pas toujours très bien comprises et qui sont beaucoup étudiées actuellement. Donc c'est effectivement une question très importante. Oui, c'est effectivement important. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux parties là, dans ces interventions. Il y a le nuage de microparticules qui se déplacent sur un territoire très large, mais il y a aussi les actions des pompiers. Ils font ce qu'ils peuvent, mais en général, ils envoient de l'eau en grosse quantité, et là, ça pollue directement le cours d'eau, et ça mériterait d'être quantifié, tout ça. Est-ce qu'il y a une autre question ou une prise de parole dans la salle? Non. Sophie Hérault du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc pour remettre d'accord Michel Mébec et Johnny Gasperi, en fait effectivement si on se place à un temps T et qu'on regarde à l'échelle du bassin, on a une certaine homogénéité spatiale de la contamination des sols, ça on l'a montré pour pas mal de contaminants organiques et inorganiques. Par contre, quand on se place à un endroit qu'on va appeler Boifle, 96% du bassin drainé pour le bassin avant pause, on voit bien une dynamique temporelle qui est très très marquée et qui est guidée par les usages. Alors ensuite, sur la question, je vais juste préciser qu'on dit souvent que sur le bassin de la Seine, on a des vents d'ouest, mais on a aussi 30% du temps des vents d'est, est-sud-est. C'était le cas pendant l'incendie de Notre-Dame, c'est pour ça que c'est parti en direction du Vésinet et non pas vers l'est. Et puis j'avais un dernier truc à dire, mais j'ai oublié. Si on va travailler sur l'archivage des microplastiques dans les carottes sédimentaires de la Seine, dès qu'on aura retrouvé une belle archive de notre site de Boifle, qui est notre site historique qui a été labouré en 2016. C'est un crève-cœur pour nous, toujours. À propos d'archives, je rappelle que j'ai confié aux Pyrénées toute une bibliothèque de prélèvements qu'on a effectués dans les années 90 et qu'on a déshydraté et qu'on a remis aux Pyrénées. Donc elles sont en dessous, précieusement conservées. Donc allez-y, utilisez-la. Et j'ai toujours les prélèvements de Notre-Dame effectués sur la Seine. On en parlera tout à l'heure. Je voulais juste, Laurence Lestel, directrice de la zone Atelier Seine, on peut le dire. Mercredi, nous avons eu un exposé de Cédric Fisson sur les enjeux des suivis sur le bassin de la Seine, et il nous avait présenté les résultats concernant Lubrizol, où il y a eu un suivi multidisciplinaire, à la fois sur l'eau, les sédiments, le biote, la chimie, les biomarqueurs, etc. Donc oui, il y a eu des campagnes assez précises, même très précises en fait, après Lubrizol, et notamment justement pour vérifier l'impact de cet incendie et de la lutte contre cet incendie. Juste pour donner encore plus de précision sur Lubrizol, toutes les données qui ont été acquises en post-incendie et les comparaisons avec les historiques, on a tout envoyé à Santé publique France qui, au mois de juillet, a présenté un rapport qui est sur le site internet, donc je pourrais envoyer le lien en fait, où là il y a vraiment toute cette synthèse en fait qui a été faite sur l'eau, sur tous les compartiments environnementaux. Et donc en fait je pense que cette information est passée un peu à l'as, mais c'est une énorme travail de la part de Santé publique France qui a intégré bien sûr les travaux du GIP.
Merci à tous pour la réactivité de la salle, pour ces discussions intéressantes et des bonnes présentations. Il est 13h04, je pense qu'on va mettre un terme à... Enfin, on va achever la matinée. Organisateur.